Le patron millionnaire s'est moqué de sa servante, mais il ignorait qu'elle cachait un talent qui a choqué tout le monde. Élise Moreau avait 28 ans, mais dans les couloirs étouffés de la grande demeure de la cour, elle paraissait n'avoir ni âge ni voix. Tous les matins à 6 heures précises, elle franchissait la lourde grille d'entrée avec la discrétion d'une ombre. Son uniforme était toujours impeccable, bleu pâle, repassé avec soin. Son chignon bas ne laissait jamais une mèche, en désordre. Pas un mot plus que nécessaire, pas un regard de trop. Elle était là et pourtant personne ne la voyait vraiment. La villa se dressait en périphérie de Lyon, perchée sur une colline verdoyante. Un havre de marbre et de verre, où la haute société venait et repartait, sans jamais se soucier de ceux qui en nettoyaient les traces. Élise était l'une de ces mains invisibles. Elle polissait les parquets, rafraîchissait les bouquets, vérifiait les chandelles sans jamais faire un bruit. Son monde était fait de gestes répétés, de silences prudents, de couverts alignés avec une précision militaire. Vincent de la Cour, maître des lieux et magnate de la mode française, n'avait jamais posé les yeux sur elle plus d'une seconde. À 47 ans, il portait l'arrogance comme une seconde peau. Élégant, sarcastique, il maniait l'humiliation comme un art raffiné. Il dirigeait ses employés d'un ton sec, sans jamais retenir un sourire qui ne serait pas pour ses invités. Pour lui, Élise n'était que la fille de ménage, une présence fonctionnelle, aussi anodine que le papier peint. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Élise qui détonnait avec sa tenue modeste. Une lumière tamisée, presque imperceptible, comme une braise que personne n'aurait jamais soufflée. Ses gestes semblaient banals, mais une tension subtile dans son port de tête, une précision mélodique dans sa marche, trahissaient une discipline venue d'ailleurs. Elle n'avait pas toujours été femme de ménage, mais personne ne le savait. Personne ne posait de questions. Dans les rares instants où elle se retrouvait seule, dans l'arrière-cuisine entre deux services, ou dans le couloir menant aux chambres d'amis, Élise se permettait un soupir, une note murmurée, un fragment de mélodie chuchotée. Elle chantait bas, si bas que seul le silence pouvait l'entendre. Mais même là, elle se reprenait aussitôt, comme si un œil invisible pouvait la surprendre. Car ici, le moindre écart était une faute. Les autres employés ne la connaissaient que peu. Certains la saluaient d'un signe de tête, d'autres l'ignoraient. Personne ne savait où elle habitait, ce qu'elle aimait ou d'où elle venait. Elle ne parlait jamais d'elle-même. Sa vie personnelle restait hors des murs, comme si elle n'existait que de 6 heures du matin à 8 heures du soir, puis disparaissait dans le néant. Mais Élise observait tout. Les invités rieurs, les mannequins exubérants, les investisseurs cyniques, les célébrités fatiguées de briller. Elle connaissait les habitudes de chacun, les secrets des armoires, les tensions derrière les sourires. Rien ne lui échappait. Elle avait appris à se fondre dans le décor tout en notant chaque fissure. Parfois, le soir, lorsque la maison se vidait de son vacarme doré, elle restait un instant immobile dans le grand salon désert. Les lustres éteints renvoyaient son reflet dans les vitres sombres. Alors seulement, elle se permettait de regarder autour, comme si elle découvrait pour la première fois l'endroit où elle travaillait. Son regard ne contenait ni envie ni amertume, juste une étrange patience, comme celle d'un musicien qui attend que le rideau se lève. Et dans ce silence doré, entre les vestiges du luxe et les échos des rires mondains, Élise semblait appartenir à un autre monde. La villa était en effervescence depuis le matin. Les traiteurs allaient et venaient, les décorateurs accrochaient des guirlandes de lumière entre les colonnades du jardin et les serveurs répétaient les gestes d'un service qui devait paraître fluide, presque invisible. Ce soir-là, Vincent de la Cour organisait une réception privée pour une poignée d'investisseurs triés sur le volet et quelques célébrités du monde de la mode. Un événement mondain, mais aux allures de stratégie commerciale, où le champagne remplaçait les contrats et les sourires valaient plus que les signatures. Élise, fidèle à son poste, était chargée de superviser les verres en cristal alignés sur le buffet principal du salon. Elle connaissait la fragilité de chaque coupe, le poids exact des flûtes à champagne et l'ordre précis dans lequel elle devait être disposée. C'était son monde, discret, silencieux, précis. Mais ce soir, sans comprendre pourquoi, elle se surprit à fredonner une vieille mélodie en manipulant les verres. Une chanson de son enfance, douce, presque inaudible, qui glissait entre ses lèvres sans qu'elle y pense vraiment. Ce fut une seconde d'inattention, un battement de cœur trop large, une note trop portée. Juste assez pour que Vincent de la Cour l'entende.
Il se trouvait à quelques pas, entouré d'un petit cercle de convives riant à ses anecdotes cyniques. En entendant la voix discrète d'Élise, il s'interrompit, leva un sourcil et se tourna lentement vers elle. Le silence tomba aussitôt autour de lui, comme si tout le monde avait deviné qu'il allait se passer quelque chose. « Mais qu'est-ce que j'entends » s'exclama-t-il d'un ton faussement amusé en s'approchant à grands pas. Élise, surprise, baissa immédiatement les yeux, les mains figées autour d'un plateau de verre. « Notre petite servante a décidé de se lancer dans la chanson, » lança-t-il théâtral. « Tu chantais, toi? Allez, ne sois pas timide. » Un rire nerveux éclata parmi les invités. Élise restait immobile, tentant de cacher la brûlure qui montait dans sa gorge. Mais Vincent ne s'arrêta pas là. Il plia légèrement les genoux, porta les deux mains à sa gorge et imita de manière grotesque une note dissonante, miaulant comme un chat blessé. « Écoutez-moi ça. On dirait un chat écrasé sous une portière. Mon Dieu, si tu veux une audition, il faut prévenir, on installe un micro, on alerte les vétérinaires. » Un éclat de rire général secoua la pièce. Les regards se posèrent sur Élise, moqueur, amusé ou pire encore, indifférent. Pour eux, ce n'était qu'un moment comique, une anecdote de plus dans une soirée trop bien huilée. Une servante qui se croit chanteuse, quelle audace pittoresque. Mais Élise ne bougea pas, elle ne protesta pas, elle ne fuit pas, elle ne pleura pas. Elle serra simplement la mâchoire, rabaissa doucement le plateau sur la table et s'inclina légèrement. Puis elle se détourna sans un mot, regagnant la cuisine d'un pas calme. Vincent haussa les épaules, satisfait de son trait d'esprit, et reprit la conversation là où il l'avait laissée. L'incident, pour lui, était clos. Dans l'arrière-cuisine, Élise s'appuya contre le plan de travail, les mains tremblantes. Mais ce n'était pas de la honte, ni même de la colère, c'était autre chose. Un poids ancien, une blessure connue qui s'ouvrait de nouveau, mais sans saigner. Elle ferma les yeux. La mélodie qu'elle avait fredonnée résonnait encore dans sa tête, mais cette fois elle la chantait intérieurement, avec une intensité qu'elle n'osait pas encore montrer au monde. Il y avait dans ses yeux une étincelle nouvelle, une promesse silencieuse. La semaine qui suivit la réception fut marquée par une agitation particulière dans la villa de la cour. Les couloirs bruissaient de rumeurs. Vincent préparait un événement d'une ampleur exceptionnelle. Élise entendait des bribes de conversation en nettoyant les bureaux, en servant le thé ou en longeant les couloirs, toujours silencieuses. On parlait de Paris, de galas, de défilés de mode et d'une idée originale pour marquer les esprits. Ce fut lors d'un dîner privé, dans la grande salle à manger lambrissée, que Vincent de la Cour fit son annonce officielle devant un cercle restreint d'associés et d'amis du milieu artistique. Élise, présente dans l'ombre, servait le vin et échangeait les plats avec efficacité, sans attirer l'attention. Mais ses oreilles, elles, étaient attentives à chaque mot. Vincent, debout à la tête de la table, leva sa coupe de vin rouge, le regard pétillant d'un enthousiasme rare chez lui. « Mes amis, lança-t-il avec emphase, j'ai décidé d'unir deux mondes qui ne se rencontrent presque jamais, la mode et la musique vivante. Pour notre prochain défilé caritatif à Paris, je veux une ouverture unique. Pas de mannequin qui marche, non. Une performance, une voix, quelque chose de vrai. » Un murmure d'intérêt parcourut la table. « Et j'ajoute une touche de surprise, continua-t-il. Ce ne sera pas une célébrité connue. Nous lançons un appel à tous ceux qui osent. N'importe qui de n'importe où peut envoyer une vidéo. Les meilleures candidatures seront sélectionnées et l'une d'elles ouvrira la soirée. Imaginez, un inconnu qui devient inoubliable en une seule nuit. » Les invités applaudirent, ravis par l'idée. Élise, elle, sentit son cœur battre plus fort. Elle resta droite, le regard fixé sur la bouteille de vin qu'elle tenait, comme si elle y cherchait un point d'ancrage. La voix de Vincent, celle-là même qu'il avait humiliée publiquement quelques jours auparavant, venait d'ouvrir une brèche inattendue, une porte entr'ouverte sur quelque chose qu'elle croyait à jamais fermée. Elle termina son service, sans dire un mot, mais cette nuit-là, en rentrant dans sa petite chambre à l'étage des domestiques, elle ne ferma pas l'œil. Elle pensait à cette scène, à ces mots, à cette opportunité folle, irréelle, presque risible, mais aussi, au fond d'elle-même, terriblement tentante. Elle se leva dans le noir, attrapa un carnet qu'elle cachait sous son matelas et relut les paroles qu'elle y avait écrites des années auparavant. Des chansons, des fragments, des confidences sans rime. Son monde à elle. Un monde
que personne ne connaissait. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle chanta. Pas à voix haute, pas encore. Juste assez pour s'entendre, pour sentir que la note était toujours là, tapie dans sa gorge. Elle n'était pas morte. Elle dormait. Et Vincent, sans le savoir, venait de la réveiller. Lorsque la maison plongeait dans le silence bien après minuit, Élise reprenait vie. Ses journées restaient identiques. Tâches ménagères, sourires discrets, obéissance silencieuse. Mais ces nuits devinrent peu à peu un théâtre clandestin. Un espace de liberté volé entre les murs froids de la demeure de la cour. Tout avait commencé par une découverte fortuite, plusieurs mois auparavant. Un soir où elle cherchait un seau oublié, elle était tombée sur une porte en bois au fond d'un couloir inutilisé, près de l'ancienne aile de la maison. La serrure avait cédé sous une légère pression. À l'intérieur, un petit studio de musique abandonné mais intact, des enceintes poussiéreuses, un vieux clavier, un micro oublié dans un coin, et sur les murs, des affiches de groupes des années 2000. Elle avait compris plus tard qu'il s'agissait du repère de Lucien, le fils adolescent de Vincent, parti étudier à l'étranger l'année précédente. Depuis, cette pièce était devenue son sanctuaire. Elle n'en avait parlé à personne. Chaque nuit, après s'être assurée que tout le monde dormait, Élise s'y glissait sans bruit. Elle fermait la porte derrière elle, allumait doucement les appareils et laissait tomber le masque du jour. Devant le micro, elle redevenait elle-même. Sa voix, d'abord timide, s'affirmait peu à peu. Elle expérimentait des tons, modulait les refrains, perfectionnait les silences. Elle composait, enregistrait, effaçait, recommençait. Le vieux logiciel de Lucien fonctionnait encore. Elle s'en servait pour mixer des morceaux, créer des arrangements simples mais touchants. Des chansons nues, sincères, portées par une émotion brute. Chaque note chantée était une blessure qui cicatrisait. Chaque accord trouvé, une victoire sur l'oubli. Elle travaillait avec méthode. Elle ne se contentait pas de chanter. Elle se réécoutait, prenait des notes, analysait ses erreurs. Il y avait en elle une rigueur presque académique, héritée d'un passé que personne ne soupçonnait. Ce n'était pas un rêve d'enfant ou une lubie romantique. C'était une vocation interrompue, qu'elle ressuscitait seule, sans public, sans encouragement. Et pourtant, malgré tout ce travail, une peur restait, celle d'être vue, d'être reconnue, de sortir de l'ombre et d'oser exister. Plusieurs fois, elle pensa à envoyer une vidéo au concours. Elle enregistra une dizaine de versions, testant différentes lumières, plans, angles. Mais à chaque fois, au moment de cliquer sur « Envoyer », elle hésitait. La même question revenait. Que se passerait-il si quelqu'un la reconnaissait? Si Vincent la découvrait? Si on riait encore d'elle? Alors, elle les sauvegardait, dans un dossier caché, et fermait l'ordinateur. Mais au fond, elle savait qu'elle ne pourrait pas se cacher indéfiniment. Une nuit, après avoir terminé une session particulièrement émotive, Élise s'assit sur le vieux canapé du studio et regarda son reflet dans l'écran noir. Elle murmura « Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Puis elle ferma, les yeux, la tête posée contre le dossier. Dans ce lieu oublié par tous, elle ne se sentait plus servante. Elle était musicienne, entière, libre. Et quelque chose dans l'air semblait lui murmurer que bientôt, très bientôt, le monde entendrait sa voix. Ce fut un détail technique, une synchronisation automatique qui brisa le secret si soigneusement gardé par Élise. Le vieux logiciel d'enregistrement du studio, encore connecté à l'ancien compte familial de Lucien, envoyait par défaut ces fichiers vers un espace de stockage en ligne partagé. Élise, ignorante de cette fonctionnalité, n'avait jamais imaginé que ces enregistrements puissent se retrouver ailleurs que sur le disque dur local. Un mercredi après-midi, Camille, de la cour la fille cadette de Vincent, traînait dans le bureau de son frère, désormais vide depuis son départ. Âgée de 14 ans, vive et curieuse, elle fouillait dans les anciens fichiers de musique sur l'ordinateur à la recherche de morceaux à remixer pour une vidéo TikTok. C'est ainsi qu'elle tomba sur un dossier sans nom, contenant plusieurs vidéos non datées. Intriguée, elle en lança une. L'écran s'illumina, révélant une silhouette floue, mal éclairée. Le visage n'était pas visible, seulement le profil partiellement masqué par une mèche de cheveux. Mais la voix était là, pure, vibrante, pleine d'émotion. Camille en resta bouche bée. Elle ne reconnaissait ni le lieu exact, ni la personne,
Mais quelque chose dans la vidéo la toucha profondément. Il y avait dans cette performance une sincérité rare, un frisson qui vous attrape et ne vous lâche plus. Elle regarda 3 vidéos d'affilée sans décrocher. Puis, émue, elle en transféra une sur son téléphone. Elle hésita. Ce n'était pas à elle, mais l'envie de la partager fut plus forte. Elle l'envoya à son meilleur ami, Jules, avec un simple message « Écoute ça ». Incroyable, non? Jules, passionné de musique et très actif sur les réseaux, fut aussi impressionné qu'elle. Il la publia anonymement sur un compte communautaire très suivi, avec la légende « Une voix sortie de nulle part ». Qui est-elle? Il n'imaginait pas l'ampleur que cela prendrait. En moins de 24 heures, la vidéo fit le tour de la toile. Des milliers de commentaires affluaient, louant la beauté de la voix, la mélancolie touchante de la chanson, l'aura mystérieuse de cette artiste inconnue. Personne ne savait qui elle était, mais tout le monde voulait savoir. Des influenceurs partagèrent la vidéo, des pages musicales l'analysèrent. Certains producteurs commencèrent même à chercher des indices sur la chanteuse fantôme. À la villa, l'agitation ne tarda pas à monter. Le personnel de cuisine parlait à voix basse de cette fameuse vidéo. Même Vincent, en consultant son fil d'actualité lors d'un petit déjeuner, tomba sur le clip. Encore une de ces anonymes qui croient pouvoir devenir stars en chantant dans leur salon, dit-il en ricanant. C'est pathétique. Élise, qui apportait silencieusement les croissants, reconnut dès les premières notes la chanson qu'elle avait composée seule 2 semaines plus tôt. Son cœur s'arrêta. Elle faillit laisser tomber le plateau. Mais elle se reprit, maîtrisant chaque muscle de son visage, comme si elle n'avait rien entendu. Camille, elle, restait étrangement silencieuse. En voyant la réaction de son père, elle comprit qu'il ne savait rien. Elle scruta Élise du coin de l'œil, cherchant un signe. Et ce qu'elle lut dans son regard, ce mélange de panique retenue, de surprise et de résignation, la frappa en plein cœur. Plus tard ce jour-là, dans le couloir près de l'escalier de service, Camille intercepta Élise. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Élise ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, elle murmura. « Comment l'as-tu trouvé ?»« C'est magnifique, dit Camille. Tu ne peux pas rester cachée. » Pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit une main tendre vers elle, sincère, une complicité naissante. Mais surtout, une peur terrible, celle que tout lui échappe, maintenant que le monde avait entendu sa voix sans savoir à qui elle appartenait. Le calme apparent de la villa de la cour fut brisé par une tension diffuse qui semblait flotter dans l'air, invisible mais pesante. La vidéo virale, désormais visionnée par des centaines de milliers de personnes, avait été relayée dans plusieurs émissions télévisées et blogs spécialisés. La chanteuse sans nom était devenue un mystère national. Chaque jour, de nouvelles théories émergeaient. Certains affirmaient reconnaître la voix d'une artiste underground, d'autres pensaient à une étudiante en art, et quelques-uns, plus farfelus, parlaient d'une intelligence artificielle. Mais Élise savait, et Camille savait aussi. La complicité silencieuse qui s'était formée entre les deux était fragile, presque clandestine. Camille n'avait rien dit à personne, pas même à sa mère, encore moins à son père. Elle observait Élise avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle savait que cette histoire pouvait déraper à tout moment. Vincent, de son côté, suivait l'affaire avec un détachement narquois. Lors d'un déjeuner avec ses partenaires, il déclara « On vit une époque où il suffit de gémir dans un micro pour être qualifié de génie. Ce genre de viralité ne dure jamais. 1 semaine, 2 tout au plus. Puis on passe à autre chose. » Élise, qui servait le café à ce moment-là, sentit chaque mot comme un coup porté. Mais elle ne laissa rien paraître. Elle avait appris à encaisser sans broncher. Pourtant, dans le fond de ses yeux, quelque chose bouillonnait. Le soir, dans sa chambre, elle écoutait les commentaires en ligne, les reprises amateurs, les tentatives de percer le mystère de son identité. Chaque mot d'encouragement la réconfortait, mais renforçait aussi son dilemme. Sortir de l'ombre, c'était risquer de tout perdre. Son emploi, sa discrétion, son refuge. Un jour, en nettoyant le bureau de Vincent, Élise entendit une conversation téléphonique. « Cette fille, cette voix, oui, bien sûr que c'est touchant, dit-il, un brin agacé. Mais imaginez que ce soit une simple employée, une fille sans réseau, sans look, sans histoire glamour. Ce serait un désastre médiatique. On vend du rêve, pas du réel.
Ces mots confirmèrent ce qu'elle savait déjà. Si la vérité éclatait trop tôt, tout basculerait contre elle. Mais Camille en avait assez du silence. Une après-midi, elle retrouva Élise dans la buanderie, loin des oreilles indiscrètes. « Tu ne peux pas rester caché, insista-t-elle. Tu dois te présenter au concours du gala. Tu l'as entendu, c'est ouvert à tous, et personne ne pourra nier ton talent. Et si je suis reconnue? Et si ton père découvre que c'était moi ?» murmura Élise. « Alors il devra faire face à ses propres préjugés, répondit Camille. Et s'il ne veut pas te laisser chanter, je le dirai moi. Je publierai tout. » Élise baissa les yeux. Elle n'avait jamais été soutenue ainsi. Camille n'était qu'une adolescente, mais sa conviction était une bouffée d'oxygène. Dans ce regard jeune et franc, elle lisait un appel à ne plus se taire. Cette nuit-là, Élise retourna dans le vieux studio. Elle s'installa face au micro, mais cette fois, elle ne trembla pas. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle n'avait peut-être pas de maquilleur, pas de styliste, pas de manager, mais elle avait une chose que les autres n'avaient, par une vérité profonde à offrir. Et maintenant, au moins une personne croyait en elle. Le lendemain matin, Élise se leva avant l'aube, comme à son habitude. Elle accomplit ses tâches mécaniquement, comme si son corps agissait seul, tandis que son esprit, lui, planait ailleurs. Chaque geste, ranger, balayer, servir, n'était qu'un prélude silencieux à une décision plus grande qu'elle n'avait jamais prise. Dans l'après-midi, à l'abri des regards, elle retourna dans le studio de musique abandonné. Elle nettoya l'espace, vérifia les connexions et installa la caméra qu'elle utilisait déjà, mais cette fois avec une précision méticuleuse. Elle avait choisi une chanson, une composition personnelle écrite des années auparavant, pleine de blessures anciennes et d'espoirs contenus. Elle n'en modifierait pas une ligne. Elle s'assit, ferma les yeux un instant, puis se redressa. Lorsque la musique commença, sa voix s'éleva, pure et profonde. Pas de maquillage, pas de jeu de lumière, seulement sa voix et l'histoire qu'elle portait. Lorsqu'elle eut terminé, elle resta silencieuse un moment, les yeux humides, les mains posées sur ses genoux. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle transféra la vidéo sur son téléphone, accéda au site officiel du concours organisé par Delacour Mode et remplit les champs nécessaires. Nom, LM, adresse, confidentielle, présentation, auteure-compositrice, je crois à la force, de l'émotion brute. J'aimerais ouvrir ce gala avec une chanson qui parle à ceux qu'on n'écoute jamais. Elle n'inséra aucune photo, aucun visage, juste l'audio, la vidéo cadrée de manière à maintenir le mystère. Puis elle appuya sur « Envoyer ». Le message de confirmation s'afficha à l'écran. Sa candidature avait bien été reçue. Le lendemain, Camille la rejoignit dans le jardin alors qu'elle taillait les rosiers. « Tu l'as fait » demanda-t-elle à voix basse. Élise hocha doucement la tête. « Sous un pseudonyme. »« LM » dit Camille, avec un sourire complice. « Ça sonne bien. Mystérieux mais élégant. » Pendant les jours qui suivirent, Élise continua à vivre sa routine comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se tenait un peu plus droite. Ses gestes étaient toujours précis, mais moins figés. Elle n'attendait plus. Elle avançait. Une semaine plus tard, alors qu'elle passait le chiffon sur les rampes de l'escalier principal, elle reçut un email sur sa vieille adresse personnelle. « Félicitations. Votre performance a été sélectionnée pour la phase finale du concours d'ouverture du Gala de Paris. Vous êtes invité à vous produire en direct, le soir de l'événement. » Élise sentit sa gorge se nouer. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court. Elle relut le message plusieurs fois. Ce n'était pas une illusion. Ils avaient choisi sa chanson, sa voix, son message, sans connaître son nom, sans voir son visage. Elle n'était plus simplement la fille de ménage. Elle était une voix, une présence, une possibilité. Camille fut la première à l'apprendre. Elle bondit de joie, serrant Élise dans ses bras avec un naturel presque familial. « Tu vas chanter à Paris, sur scène, devant tout le monde. » Élise, encore tremblante, murmura « Je ne suis pas prête. Tu l'es depuis longtemps. Tu avais juste besoin qu'on te voie. » Et, pour la première fois depuis des années, Élise crut que c'était vrai. La veille du gala, l'atmosphère à la villa de la cour était électrique. Des tenues de luxe circulaient en boîtes siglées, les valises étaient préparées, les billets de train et les réservations confirmées. Vincent, plus nerveux qu'à l'accoutumée, passait d'un appel à l'autre, coordonnant la logistique de ce qui devait être l'événement le plus marquant de sa carrière. Élise, elle,
agissait comme si de rien n'était. Elle supervisait les bagages, ajustait les costumes, préparait les nécessaires de voyage. À l'intérieur, cependant, le tumulte grondait. Elle avait reçu la confirmation définitive. Elle montrait sur scène à Paris, en ouverture du défilé caritatif devant les figures les plus influentes du monde de la mode. Son cœur alternait entre euphorie et panique. Mais le hasard, comme toujours, aime le théâtre. Dans son bureau, Vincent cherchait un ancien dossier de présentation. En fouillant le cloud partagé de la famille, il ouvrit par erreur un ancien enregistrement. L'image s'ouvrit sur un écran figé. Une pièce sombre, un micro, une femme dont le visage restait dans l'ombre. Il faillit refermer. Puis, la voix commença. Il resta figé. Il connaissait cette voix. Il l'avait entendue. Une fois, lors d'une réception, un murmure étouffé qu'il avait ridiculisé sans vergogne. Il réécouta. Son regard se durcit. Il recula la vidéo, mit pause, analysa l'arrière-plan. Le studio abandonné, les posters, le fauteuil. Puis il se leva brusquement. Une demi-heure plus tard, il convoqua Camille dans le salon. « Dis-moi, la vérité, lança-t-il d'un ton glacial. Qui est LM ?» Camille, prise de court, tenta de gagner du temps. « Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que cette vidéo vient de notre cloud familial. Et je reconnais parfaitement le studio de Lucien. Je veux une réponse. Maintenant. » Face à l'insistance de son père, Camille sentit la colère monter. C'est Élise. C'est elle, oui. Et tu ne peux pas l'empêcher de chanter. Elle a été sélectionnée, elle a du talent, plus que n'importe qui que tu as jamais engagé. Vincent recula abasourdi. La domestique, c'est une blague. Non, et ce n'est pas une blague, c'est une chance. Pour toi aussi. Il resta silencieux un moment, puis déclara, tranchant, « Il est hors de question qu'elle monte, sur scène. Je ne peux pas permettre qu'une employée de maison représente ma marque. » Camille le regarda avec un mélange de dégoût et de défi. « Alors tu devras me faire taire aussi, parce que si tu l'empêches de chanter, je parlerai. Je dirai tout. » La nouvelle se répandit dans les couloirs. Les employés de la villa, longtemps silencieux, commencèrent à murmurer leur soutien. Certains avaient entendu Élise chanter, d'autres avaient simplement deviné. Une solidarité souterraine se forma. Même Mathilde, la gouvernante, s'approcha discrètement d'Élise en fin de journée. « Ne le laisse pas te voler ce moment, » chuchota-t-elle. « Il a peur, parce que tu es vrai. » Ce soir-là, Élise prépara ses affaires en silence. Elle savait que le lendemain ne ressemblerait à aucun autre jour de sa vie, et que, quoi qu'il arrive, elle n'avait plus rien à cacher. Le matin du gala, Paris brillait d'un éclat particulier. Les rues autour du Grand Palais étaient bouclées, les journalistes installaient leurs trépieds, les stylistes couraient dans tous les sens. Des silhouettes longilignes en talons hauts entraient et sortaient par des entrées privées. À l'intérieur, une tension fébrile régnait. Élise arriva en silence, escortée par Camille et 2 membres de l'équipe logistique. Elle portait une tenue simple, presque modeste, une robe crème sans ornement. Elle avait refusé les propositions de relooking trop voyantes. Ce n'était pas une mascarade, c'était un moment vrai. Son moment. Mais à l'entrée des coulisses, un mur. Vincent. Il l'attendait, bras croisés, entouré de 2 assistants personnels. Son regard était dur, fermé, sans appel. « Tu ne monteras pas sur scène », déclara-t-il d'un ton sec. Camille, sans se laisser impressionner, s'interposa. « Tu n'as pas ce pouvoir. Elle a été sélectionnée. Tu ne peux pas l'effacer parce qu'elle ne correspond pas à ton image. Mon nom est sur cet événement, ma réputation. Elle est femme de ménage. Que diront les médias quand ils apprendront que je l'ai laissée chanter ? Ce sera vu comme une farce. » Mais ce que Vincent n'avait pas prévu, c'était que la rumeur de l'identité de LM s'était déjà répandue. Discrètement, Camille avait partagé un message vidéo sur ses réseaux quelques heures plus tôt. On l'y voyait, bouleversée, expliquant qu'une artiste incroyable allait se produire ce soir et que cette artiste était une femme invisible, aux yeux du monde, sa gouvernante, Élise Moreau. En quelques minutes, la vidéo avait fait le tour du web. Des messages de soutien affluaient. Des journalistes posaient déjà des questions à l'entrée du gala. Est-ce vrai que la chanteuse anonyme est une employée de maison? Dans les coulisses, 2 stylistes célèbres s'approchèrent de Vincent. Si c'est vrai, dit l'un d'eux, c'est brillant. C'est exactement ce dont on avait besoin, de l'authenticité. Pas un mannequin recyclé, pas une star. Éphémère, une histoire réelle. Un autre ajouta, tout le monde en parle déjà.
L'interdire maintenant serait catastrophique pour ton image. Tu veux vraiment paraître comme l'homme qui a muselé une artiste parce qu'elle nettoyait des planchers? Vincent sentit son contrôle lui échapper. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Pendant ce temps, Élise attendait, dans une loge modeste isolée. Elle n'avait pas encore chanté, mais le poids de la scène était déjà sur ses épaules. Camille entra haletante. « C'est bon, tu chantes. » Ils n'ont plus le choix. Élise, le regard noyé d'émotions contenues, hocha doucement la tête. « Alors je vais chanter. » Et pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Le grand palais brillait comme une cathédrale moderne. Des projecteurs balayèrent la verrière. Des invités se pressaient sur les tapis noirs bordés de flashs. À l'intérieur, la salle principale avait été transformée en un théâtre de verre et d'acier, une passerelle centrale traversant un décor inspiré de la Renaissance française, revisité par la haute couture contemporaine. Mais ce soir, avant les mannequins, c'était une voix qui allait ouvrir le bal. Assise dans l'ombre derrière le rideau de velours, Élise attendait. Son cœur battait avec une précision douloureuse. Elle portait la même robe crème, repassée à la main, sans aucun accessoire. Son visage n'avait ni fond de teint, ni paillettes. Rien ne cachait ce qu'elle était. Juste elle, entière. Les techniciens faisaient les derniers réglages. L'éclairage tamisé annonçait le début. L'animateur murmura les mots d'introduction. Une performance surprise, une voix inconnue. Pas de nom, pas d'histoire. Juste une chanson. Élise monta lentement sur scène. Les projecteurs s'allumèrent avec douceur, laissant son visage dans une lumière chaude, presque intime. Face à elle, une mer de regards, des centaines, des visages figés, des expressions dubitatives, curieuses, voire condescendantes. Dans la première rangée, Vincent impassible. À côté de lui, Camille, droite comme une flèche, le regard rivé sur Élise. Le silence était total. Puis, elle chanta. Pas fort, pas pour impressionner, mais avec une intensité rare. Chaque mot semblait tiré d'une mémoire profonde. Chaque note vibrait comme si elle portait une vie entière. Le texte racontait l'oubli, la solitude, le silence imposé, mais aussi la résilience, la beauté de ceux qu'on ne voit jamais. Une chanson sans artifice, pure. Les premières secondes, le public resta figé, surpris par la sincérité de la voix. Puis, peu à peu, les regards changèrent. Des épaules se redressèrent, des visages se fermèrent pour mieux écouter. Un frisson traversa la salle. On ne voyait plus une domestique. On ne voyait plus une inconnue. On entendait une artiste. À la fin du dernier accord, Élise baissa les yeux, les mains jointes. Le silence persista 1 seconde, 2, 3. Puis, une explosion d'applaudissements. Un tonnerre, brutal, inattendu. Des invités se levèrent. D'abord 1, puis 2, puis toute la salle. Une ovation debout. Certains applaudissaient les larmes aux yeux. D'autres filmaient frénétiquement. Des murmures de stupéfaction se mêlaient aux cris d'admiration. Élise resta immobile un instant. Elle ne souriait pas encore. Elle semblait simplement soulagée. Comme si ce n'était pas une victoire, mais une libération. Dans la première rangée, Vincent Delacour ne bougeait pas. Son visage était fermé. Mais son regard trahissait une chose qu'il ne maîtrisait plus. Il était bouleversé. Quand Élise quitta la scène, elle passa devant lui. Leurs regards se croisèrent. Elle ne dit rien. Il ne dit rien. Mais dans ce silence-là, il y avait tout ce qu'il n'avait jamais pu s'avouer. Le lendemain du gala, la France entière s'éveilla au son d'un nom qu'aucun journaliste ne connaissait encore vraiment. Les unes des journaux culturels affichaient la même image. Une femme en robe simple, éclairée par un projecteur doré, les yeux fermés au milieu d'un silence captivé. Les titres étaient unanimes. La voix que l'élite a voulu ignorer. Quand l'authenticité vole la vedette au luxe. Élise Moreau, l'inconnue qui a ému Paris. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le mystère avait été levé. Camille avait confirmé dans une nouvelle vidéo l'identité de la chanteuse. Une employée domestique, discrète, méprisée, mais d'un talent pur. Le contraste fascinait. Les médias creusaient son histoire, traçaient ses origines, interrogeaient ses collègues. Elle n'avait pas de passé connu dans la musique. Aucun diplôme d'une école d'art. Juste des chansons, un studio poussiéreux et une force tranquille. Vincent, lui, fut assailli de questions. Lors d'un entretien en direct avec un journaliste de mode, il tenta de minimiser.
Ce gala était conçu pour surprendre, pour révéler, dit-il. Ce n'est pas important. D'où vient l'artiste, mais ce qu'elle transmet. Mais les archives ne mentent pas. Bientôt, des extraits de son humiliation publique envers Élise furent rediffusés. Des invités avaient filmé sa moquerie lors de la fameuse réception. L'opinion publique ne pardonnait pas l'arrogance désormais flagrante. Des éditoriaux le taxèrent de cynisme. Des artistes l'accusèrent de mépris de classe. Élise, pendant ce temps, gardait le silence. Elle refusait les plateaux télé. Elle ne répondait qu'aux messages personnels, avec modestie. Elle continuait à vivre à la villa, du moins provisoirement. Le temps que la tempête médiatique passe. Elle recevait chaque jour des lettres, des emails, des messages vocaux. Des maisons de disques indépendantes lui proposaient des contrats. Des producteurs offrèrent des studios, mais elle ne décidait rien. Elle passait ses journées en retrait, souvent dans le jardin, près des rosiers. Elle ne cherchait ni vengeance, ni gloire, seulement du temps et un peu de paix. Camille restait à ses côtés. Elle filmait parfois des instants simples, Élise jouant quelques accords sur un banc, écrivant dans un carnet, fredonnant. Rien n'était publié. C'était pour elle, pour garder intact ce moment fragile. Un matin, alors qu'elle arrosait les plantes du salon d'hiver, Élise reçut un appel. Une voix douce au bout du fil. Un directeur de festival local, dans la région de Lyon. Nous organisons un événement dédié aux voix oubliées, pas les stars, les vraies voix, celles qu'on n'entend jamais. Nous aimerions que vous veniez, non pas comme tête d'affiche, comme témoin, comme guide. Élise ne répondit pas tout de suite, mais cette fois l'idée ne lui fit pas peur. La villa, autrefois royaume incontesté de Vincent Delacour, semblait différente depuis le retour du gala. Le silence y avait pris une texture nouvelle, presque gênante. Les employés évitaient les longs regards avec leur patron. Les couloirs résonnaient d'une tension sourde. Même les pas de Vincent s'étaient faits plus lents, comme s'il portait le poids d'une conscience trop longtemps muselée. Élise continuait d'assurer ses tâches avec calme. Elle savait que son départ était proche, inévitable, mais elle ne voulait pas fuir. Il restait quelque chose à dire, quelque chose à boucler, et cela ne pouvait se faire que face à lui. Ce fut un soir de fin de semaine, alors que le crépuscule dorait les rideaux du grand salon. Vincent s'y tenait seul, debout près de la baie vitrée, un verre à la main. Il contemplait le jardin immobile. Élise entra sans se faire annoncer. Il se retourna lentement, comme s'il avait su qu'elle viendrait. « Je savais que tu finirais par venir », dit-il d'un ton neutre. Elle s'approcha, les mains jointes, le regard calme. « Pas pour des excuses, pas pour des comptes, seulement pour finir ce que vous avez commencé. » Il haussa un sourcil. « Ce que j'ai commencé ? Oui, en me ridiculisant, en me rabaissant. Sans le savoir, vous m'avez forcé à me lever, à faire entendre ma voix. Vous vouliez me faire taire, vous m'avez rendue plus forte. » Vincent resta silencieux un instant, puis soupira. « Je t'ai sous-estimé. Vous m'avez ignoré, corrigea-t-elle, et vous n'êtes pas le seul, il y en a des milliers comme moi, invisibles, utiles mais jamais regardés. Je n'avais pas besoin de votre reconnaissance, seulement de la mienne. » Elle parla sans colère, juste avec une clarté coupante, comme un miroir enfin nettoyé. « Ce gars-là, continua-t-elle, ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Et vous n'avez rien pu y faire. » Vincent regarda son verre, puis le posa lentement sur la table. « Tu vas partir, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Tu as des propositions, des opportunités. J'ai des choix, et je compte bien les faire cette fois. » Il hocha lentement la tête. « Alors je te souhaite bonne chance. » Élise sourit faiblement. Elle ne lui en voulait pas. Il n'était qu'un produit d'un monde qui méprise le silence, jusqu'au jour où ce silence chante trop fort pour être ignoré. « Ce que vous m'avez fait, dit-elle en se dirigeant vers la porte, ce n'était pas une fin, c'était un commencement. » Et sans attendre de réponse, elle sortit. Derrière elle, Vincent resta seul, les mains dans les poches, le regard perdu. Il ne ressentait ni triomphe, ni humiliation, juste une forme de vide. Comme si, pour la première fois, il comprenait ce que signifiait ne pas être au centre. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'éclat du gala. Élise avait quitté la villa de la cour sans fracas. Pas de larmes, pas de discours, juste une valise discrète, un carnet sous le bras et un dernier regard vers la grande bâtisse qui avait été sa cage autant que son refuge. Elle s'était installée dans un petit appartement à Villeurbanne, modeste mais lumineux.
un lieu qu'elle pouvait enfin appeler chez elle. Les jours suivants, elle les avait passés à écrire, à enregistrer, à marcher dans les rues anonymes, loin des projecteurs, loin des étiquettes. Mais elle ne s'était pas enfermée. Lorsqu'elle reçut l'invitation du festival local, évoquée quelques semaines plus tôt, elle accepta. Pas comme vedette, pas comme produit, comme passeuse de voix. On lui avait proposé de venir témoigner, partager son parcours avec d'autres talents discrets, oubliés, effacés par la vie. Elle avait dit oui sans hésiter. Le festival avait lieu dans un théâtre municipal rénové, à quelques pas du Rhône. Rien d'extravagant. Juste des sièges rouges, une scène en bois, une lumière chaude. Ce soir-là, la salle était pleine. Des visages jeunes, des familles, des curieux, tous venus pour écouter autre chose que les hits programmés, des voix vraies. Quand le nom d'Élise fut prononcé, il n'y eut pas de hurlement, pas d'effusion. Juste un silence respectueux. Elle monta sur scène vêtue d'un simple ensemble noir. Elle ne portait aucun bijou, aucun maquillage voyant, mais elle souriait. Un sourire tranquille, stable, qu'on n'avait encore jamais vu sur elle. Elle prit le micro, raconta son histoire, non pas avec emphase, mais avec précision. Les débuts invisibles, les chansons chuchotées, le studio secret, la peur d'exister. Elle parla aussi de Camille, de son soutien, du moment où tout avait basculé, et du choix qu'elle avait fait, ne pas courir après la célébrité, mais tendre la main. Puis, elle chanta, une nouvelle chanson, douce, portée par une mélodie, limpide. Elle parlait des mains qui nettoient, des regards qui fuient, des silences lourds et de la lumière qui perce malgré tout. À la fin, elle eut droit à une salve d'applaudissements. Sincère, ému. Et dans le fond de la salle, un homme se leva discrètement, en manteau foncé, seul. Vincent Delacour. Il n'était pas venu avec escorte, ni pour se montrer. Il resta debout, immobile, puis applaudit en silence. Élise le vit. Elle ne sourit pas. Elle ne détourna pas non plus les yeux. Elle continua à chanter jusqu'à la dernière note. Quand elle quitta la scène, elle savait. Ce soir-là, elle ne revenait pas au point de départ. Elle traçait une route nouvelle, pas pour devenir une star, mais pour faire entendre enfin ceux qu'on avait trop longtemps réduits au silence.